Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, au cours de laquelle nous allons traiter des exercices de la taxonomie génétique, sachant que vous allez trouver dans la description le lien de la vidéo contenant la partie cours. Donc sans m'attarder, on passe au premier exercice. Lisez attentivement l'énoncé et prenez les données sur votre cahier de brouillon afin qu'on puisse répondre ensemble aux questions. Le séquençage est basé sur l'incubation d'un fragment d'ADN simple brun en présence à la fois de l'ADN polymérase qui est une enzyme, de l'amorce, les 4 DNTP et de la forme didésoxy marquée radioactivement et en faible concentration. Les mélanges des 4 incubations sont séparés par électrophorèse sur 4 gels de polyacrylamide. Le résultat de la migration sur gel figure dans ce profil électrophorétique. Alors la première question, c'est déduire les séquences du brin complémentaire à partir de ce profil électrophorétique, puis déduire le brin étudié. Mais avant de répondre à cette question, il faut noter que le brin complémentaire est le brin issu du séquençage du brin étudié qui a servi de matrice. Ainsi, le séquençage se fait toujours du 5'-phosphate vers 3'OH, ce qui implique que le brin étudié doit avoir une orientation de 3'OH vers 5'-phosphate. De plus, la présence de l'amorce dans le mélange réactionnel ne vient pas au hasard, car c'est elle qui initie la polymérisation en fournissant une extrémité 3'OH libre, primordiale au fonctionnement de l'ADN polymérase. Donc, une fois cette dernière trouve une extrémité 3'OH libre, elle démarre le processus de l'élongation et par conséquent le séquençage. Pour l'électrophorèse sur gel de polyacrylamide, la distance de migration est inversement proportionnelle à la taille du fragment d'ADN, c'est-à-dire plus que la taille du fragment est petite, plus qu'il migre davantage, et inversement, le fragment ayant une taille importante migre faiblement dans le gel. Donc, concernant notre profil électrophorétique, le fragment présentant la distance de migration la plus élevée correspond à la séquence la plus petite et c'est le premier nucléotide incorporé lors du séquençage. Il correspond à une guanine marquée radioactivement. Le fragment suivant a une distance de migration un peu faible par rapport au premier, ce qui implique qu'il a une taille légèrement supérieure à celle du premier fragment. Sa tâche correspond à l'incubation contenant le DDATP marqué radioactivement, donc il y avait incorporation d'une adénine marquée radioactivement. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du séquençage. Voilà le brin complémentaire pourvu de l'amorce. On ne s'intéresse pas à l'amorce parce qu'elle est une séquence connue dès le départ. Donc le brin complémentaire, par la règle de complémentarité de base, il va servir à déduire le brin étudié. La deuxième question concernant la forme didésoxy, qui est une forme dépourvue d'une extrémité 3'OH libre. Son incorporation conduit alors à un arrêt de l'élongation et donc elle permet d'obtenir de nombreux fragments d'ADN de tailles différentes qui finissent tous par une forme didésoxy marquée radioactivement. Passons maintenant au deuxième exercice.
Alors même chose, copiez l'énoncé sur votre brouillon, mettez la vidéo en pause et essayez de le résoudre. Soit le fragment suivant à séquencer, la première chose à constater, qui dit un fragment à séquencer dit qu'il s'agit du brin à étudier et qui va servir de matrice lors du séquençage. Ce brin orienté de 5'-phosphate vers 3'OH doit être réorienté puisque c'est le séquençage qui se déroule de 5'-phosphate vers 3'OH. On passe au résultat des 4 incubations. Pour l'incubation contenant le DDATP marqué radioactivement, il y a 2 possibilités d'incorporation de cette forme radioactive. Sinon, le 3e fragment correspond à un séquençage complet qui ne contient pas de forme radioactive et par conséquent, il ne va pas être visualisé dans le gel sous lumière ultraviolette. Notez bien que ce fragment peut être obtenu dans les 4 incubations. Même chose pour les 3 incubations restantes. Donc voilà le résultat de chacune des 4 incubations. Les fragments obtenus doivent être classés en fonction de leur taille d'une façon croissante afin de faciliter le dessin du profil électrophorétique. Une fois les séquences sont classées, il ne reste qu'à dessiner le profil électrophorétique en se basant sur le fait que la distance de migration est inversement proportionnelle à la taille du fragment d'ADN. Voilà les amis, on est arrivé à dessiner le profil électrophorétique. Sachez que, en plus de cette technique de séquençage nucléotidique, il y en a d'autres techniques utilisées dans la taxonomie génétique. À titre d'exemple, l'hybridation ADN-ADN. Donc pour récapituler, dans le premier exercice, le profil électrophorétique donné nous a permis de déduire le brin complémentaire, puis on a déduit le brin étudié par la règle de complémentarité de base. Le cas inverse pour le deuxième exercice où le brin étudié est donné, donc on devait qu'adonner les résultats des 4 incubations, puis dessiner le profil électrophorétique. Et pour ne pas oublier, faites attention au sens du séquençage qui est toujours de 5'-phosphate vers 3'OH. Et voilà, notre vidéo est arrivée à sa fin. Je serai content de recevoir vos questions sur commentaires. Vos conseils et vos critiques constructives sont les bienvenus aussi. Donc restez branchés, il y en a d'autres vidéos qui viennent prochainement. Alors pour être averti, ce que je vous demanderai, c'est d'abonner notre chaîne YouTube. D'ici là, je vous dis à bientôt. Gardez la bonne énergie. Ciao!